Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de l'accessibilité et présenter quelques notions et bonnes pratiques dans le développement web pour avoir un site web accessible. Tout d'abord, vous m'entendez bien? Oui. Ok, d'accord. Oui. Alors, on commence par le plan. Du coup, dans cette présentation, on va voir en premier lieu la définition de l'accessibilité. Qu'est-ce que l'accessibilité? Après, on va découvrir les bonnes pratiques à suivre qui contient trois axes: création du contenu accessible, navigation accessible et orientation, et multimédia accessible. Et on finit par une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que l'accessibilité? L'accessibilité, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel, logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique et leur attitude physique et mentale. Donc, pour garantir l'accessibilité web, c'est permettre aux visiteurs en difficulté numérique d'accéder à notre site web, que ce soit des personnes avec des handicaps visuels, cognitifs et moteurs, des personnes âgées ou bien qui n'ont pas beaucoup d'expérience du numérique, ou bien des personnes dans des zones rurales à faible débit réseau. Alors, adopter une stratégie gagnante. Alors, pourquoi c'est important d'améliorer l'accessibilité du contenu web? C'est pour améliorer les référentiels, les référencements naturels, augmenter le nombre de visiteurs, valoriser la marque, mettre en avant la communauté des personnes ayant un handicap et procurer un gain de productivité. En plus de ça, l'accès au web constitue un droit humain fondamental pour tous. L'objectif est donc d'exclure et de limiter les obstacles qui interdisent l'accès à une page web pour proposer une égalité d'accès à tout le monde sans discrimination. J'ai une petite question. Pour les questions, justement, tu préfères qu'on attende à la fin ou on peut les poser au fur et à mesure de ta Euh, présentation? je pense vous pouvez noter, vous posez des questions à la fin. C'est mieux. D'accord, ça marche. Je vais noter. Merci. OK. Les personnes handicapées sur le web. On a quatre, lorsqu'on parle des personnes handicapées, il y a quatre champs de définition: limitation visuelle, limitation auditive, limitation motrice et limitation cognitive. Du coup, euh, les différents types de handicaps, on a handicap visuel, par exemple les non-voyants, qui peuvent utiliser un lecteur de grand comme JAWS ou NVIDIA, qui sont des lecteurs qui leur dictent ce qui est écrit à l'écran. Après, les malvoyants qui ont une lecture ralentie, ils vont utiliser un zoom d'écran. Les daltoniens qui ont une perte d'information liée à la couleur. On a les handicaps auditifs avec une impossibilité de comprendre les vidéos et les messages sonores. Il faut avoir accès à une alternative textuelle. Les handicaps moteurs qui ont une difficulté d'utilisation de la souris ou du clavier. La solution, c'est l'utilisation d'une touche de tabulation. Les handicaps cognitifs, conséquence du dysfonctionnement des fonctions cognitives, troubles de l'attention, de la mémoire, de l'adaptation au changement, du langage, etc. Ce type d'handicap n'implique pas de déficience intellectuelle, mais des difficultés à mobiliser ses capacités. Du coup, il ne faut pas confondre ce type d'handicap cognitif avec l'handicap mental ou bien l'handicap psychique. Alors, il n'y a pas que les handicaps permanents, puisqu'on peut tout y avoir des petits incidents, des reflets de soleil, des bruits ambiants, des bris des périphériques, c'est ce qu'on appelle des handicaps temporaires. Donc, nous sommes tous concernés. Alors, on a parlé de quelques outils
comme les lecteurs d'écran comme JAWS ou NVIDIA. On a parlé de la navigation par clavier en utilisant la touche de tabulation. Mais ces outils ne sont efficaces que si les sites Internet consultés respectent des règles d'accessibilité numérique. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, les bonnes pratiques à suivre. Alors, création de contenu accessible. Alors, l'initiative pour l'accessibilité du web, ce qu'on appelle WAI, Web Accessibility Initiative, a développé des spécifications techniques et des règles à suivre qui sont considérées comme des normes internationales pour l'accessibilité du web. Alors, parmi ces règles, notre contenu web doit avoir une mise en page linéaire et logique. Il faut décrire et bits des images en utilisant des alternatives textuelles. Il faut créer des liens compréhensibles. Ne pas trop charger la page. Maintenir un ordre séquentiel logique. Structurer et organiser le contenu à l'aide des titres de section de HTML. Les H1, H2, H3, c'est ce qu'on appelle les titres de section. Il faut éviter le maximum de structurer le contenu en s'appuyant sur la taille des textes. Par exemple, font size, font weight, et la position des textes, left, right, top, bottom, margin. Après, il faut réaliser, comme vous voyez, des larges zones d'action cliquables plutôt que de demander de la précision au clic. Il faut contourner les blocs de contenu qui sont répétés sur plusieurs pages web grâce aux éléments HTML, header, footer, nav, article, section, site, figure, bien sûr pour compléter les divs de générique. Il faut rendre aussi toutes les fonctionnalités du contenu utilisées au clavier et ne pas forcer l'utilisation de la souris. Une bonne sémantique. Une grande partie des contenus web peut être rendue accessible simplement en s'assurant d'utiliser les éléments HTML appropriés systématiquement. C'est pour ça que nous devons utiliser les bons éléments HTML pour le bon usage. Parce qu'une bonne sémantique, elle va faciliter le développement. Certaines fonctionnalités sont gratuites et c'est bien sûr plus compréhensible. Meilleur pour les mobiles, parce que les HTML sémantique est indiscutablement plus léger dans la taille du fichier et le code non sémantique est plus aisé à rendre responsive. Elle est bonne pour les SEO, le Search Engine Optimization, parce que les moteurs de recherche donnent plus d'importance aux mots-clés contenus dans les titres, des liens, etc., que des mots-clés contenus dans des livres non sémantiques. Et donc, vos documents seront plus facilement trouvés par vos clients. Alors, on va regarder les bons sémantiques. L'une des meilleures aides en accessibilité qu'un utilisateur de lecteur d'écran, comme les aveugles, peut avoir est une bonne structure des titres, paragraphes, listes, etc. Les gens écrivent parfois des titres et des paragraphes, etc. en utilisant le HTML des présentations et des retours à la ligne. Quelque chose comme ça. Si vous essayez de lire cette version avec un lecteur d'écran, vous n'aurez pas une très bonne expérience. Le lecteur d'écran n'a rien à utiliser comme indicateur. Il ne peut pas récupérer une table des matières utilisables. Et la page entière, elle va être vue comme un bloc unique lu en une seule fois. Du coup, cette version à éviter. Il y a bien sûr d'autres problèmes au-delà de l'accessibilité. Le contenu est plus dur à mettre en forme avec le CSS ou bien à manipuler avec JavaScript, par exemple, car il n'y a pas d'éléments utilisés comme sélecteur. Donc, on a dit que cette méthode à éviter. D'autres personnes avaient pour habitude de créer des dispositions de leur page avec des tableaux HTML en utilisant différentes cellules de ces tableaux pour construire les banquettes, les page, une barre latérale, la colonne une colonne pour le contenu, et tout ça. Ce n'est pas
une très bonne idée car un lecteur d'écran va donner des lectures déroutantes et surtout si la disposition est complexe et il y a beaucoup de tableaux imbriqués. Voilà, donc si vous essayez cette version de code avec un lecteur d'écran, cela vous indiquera qu'il existe un tableau à examiner. Vous devez ensuite devoir accéder à la table en tant qu'objet pour examiner les caractéristiques de chaque cellule séparément, puis sortir du tableau pour continuer à naviguer dans le contenu du HTML. Bien sûr, tout en étant mauvaise pour de nombreuses autres raisons, puisque c'est un design qui manque de souplesse et tout, donc ne l'utilisez pas. Alors, l'autre option, c'est d'utiliser les éléments de HTML, header, footer, nav, section, etc. Si vous essayez cette méthode avec un lecteur d'écran, vous verrez que le balisage ne gêne plus ni le rend la lecture du contenu confuse. Il est également beaucoup plus léger et plus petit en termes de taille de code, ce qui signifie une maintenance plus facile du code. Bien sûr, vous pouvez créer une disposition en utilisant uniquement des divs imbriqués, mais il est préférable d'utiliser des éléments de sectionnement appropriés pour envelopper votre navigation principale avec, par exemple, le nav, pour créer un créer de page avec footer, pour répéter des unités de contenu avec articles, etc. Ces éléments fournissent une sémantique supplémentaire au lecteur d'écran pour donner à l'utilisateur des indices supplémentaires sur le contenu qu'il navigue. Du coup, cette méthode est la meilleure. Alors, maintenant, on passe à la navigation accessible et orientation. Voilà. Alors, pour avoir une navigation bien accessible, il faut tout d'abord fournir des options de navigation claires afin d'aider l'utilisateur à naviguer dans les pages et contenus et à se localiser sur votre site. Par exemple, parmi ces options de navigation, on a les moteurs de recherche, menus, fil d'Ariane, plan du site, liens connexes, table de matière. Le deuxième point, c'est qu'une page doit avoir un accès multiple, c'est-à-dire une page web peut être localisée par plus d'un moyen dans un ensemble des pages web, sauf si cette page, bien sûr, est le résultat ou une étape d'un processus. Lien d'évitement. Pour le lien d'évitement, qui est skip link en anglais, il est connu aussi sous le nom de lien de navigation interne. Ces liens sont très importants, surtout pour les utilisateurs de la navigation clavier. Il s'agit d'un lien interne qui doit permettre un accès direct aux parties principales de la page. Par exemple, aller au menu, aller au contenu, retour en autre page. Ce lien doit être le premier élément interactif dans le code HTML. Il peut être masqué par défaut. En revanche, il doit dans tous les cas être rendu visible à la prise de focus au clavier. Donc, le lien d'évitement ne doit jamais être masqué à l'aide des propriétés CSS Display None et Visibility Hidden, sous peine de le rendre totalement inatteignable au clavier. Privilégier donc une autre solution, par exemple l'utilisation du code suivant. On peut, par exemple, donner à ce lien un left, un nombre, on va dire un moins l'infini, pour être caché. Après, lors de la prise de focus, il va avoir un left 0 pour l'afficher. On passe à la tabulation. Bon, pour parler de tabulation, je veux vous montrer directement un exemple. Vous voyez le code comme ça? Non. Non, on ne voit pas là. Ah, vous voyez que Le PDF. PDF, ah, il faut
que je partage tout l'écran. On va faire ça. Partage. Bon, je vais arrêter le partage. On va le faire. Alors, maintenant, vous voyez. Normalement. Parfait. Super. Alors, pour parler de la tabulation, on va dire qu'il y a, il y a 5 éléments HTML qui sont accessibles par défaut. Ces éléments sont les liens A, les inputs, les boutons, les balises select, les textes ARIA. Ici, j'ai ajouté 2 autres éléments pour voir que ce n'est pas accessible par défaut. Ici, en testant cette version, ce code-là dans une page HTML, on va voir, je vais naviguer avec la touche tabulation. On va voir que un lien est accessible, un input est accessible, bouton, select, texte ARIA. Ici, j'ai ajouté un lien, même mais sans href, pour dire qu'un lien qui ne possède pas un href, il ne va pas être accessible. Et un span ici pour voir que ce n'est pas accessible du tout. Donc, on va revenir un lien. Comme ça, on voit qu'il n'y a que ces 5 éléments qui sont accessibles par défaut. Après, je vais vous montrer cette version-là. Alors, ici, j'ai ajouté des liens qui ne sont pas ordonnés. Lien 3, lien 4, lien 2, lien 1. J'ai ajouté un span accessible, un input et un lien non accessible. Au début, je vais rien ajouter, je vais rien modifier sur ces éléments pour vous montrer par défaut que les parcours, il va être selon leur présence dans le code HTML. Donc, si pour ça je parcours par la touche tab, je vais commencer par le lien 3, lien 4. Les 2 spans ne seront pas accessibles, donc on va passer lien 2, input. Ici, un lien que je veux qu'il soit non accessible, mais par le moment, il va être accessible. Après, à la fin, il y a le lien 1. La première règle qui est pour un lien soit non accessible, il faut lui attribuer un attribut tab-index égale -1. -1 ici pour dire qu'un lien est accessible. Si un lien est accessible par défaut, on veut qu'il soit non accessible. Si je teste cette version, je vais voir que le lien inaccessible maintenant devient non accessible. Ici, j'ai un span que je veux que ça soit accessible. Je dois attribuer un tab index avec la valeur 0. C'est pour dire que cet élément va être accessible. Voilà. Ici, puisque les liens ne sont pas ordonnés, pour le faire ordonner, il faut utiliser aussi l'attribut tab-index avec les valeurs qui approprient. Par exemple, pour le lien 1, je vais ajouter un tab-index égale 1. Pour le lien 3, un tab-index égale 3. Pour le lien 4, un tab-index égale 4. Et pour le lien 2, un tab-index égale 2. Si on teste cette version, je vais voir ici que la tabulation commence par le lien 1, après lien 2, lien 3, lien 4. Ici, mon span qui devient accessible, il va être accessible, etc. Du coup, je reviens là-dessus. Du coup, ici, les règles, la tabulation commence par l'élément portant le tab index le plus petit, puis elle suit l'ordre croissant de tab index. Lorsque tous les éléments ayant un attribut tab index sont épuisés, la tabulation continue son parcours en revenant au premier lien
de tab index, c'est-à-dire au début des éléments HTML. La numérotation n'a pas à être une suite continue, on peut passer directement de tab index égale 1 à tab index égale 100. Cette possibilité permet, en cas de rajout de liens dans la page, d'éviter de reprendre toute la numérotation. Une valeur tab index égale -1 supprime l'élément du flux de navigation par défaut. Une valeur tab index égale 0 signifie que l'élément doit être mis dans le flux de navigation par défaut, mais son ordre est défini par l'ordre des sources de documents. Alors, les touches d'accès, qu'on appelle Access Key. Ici, l'Access Key, c'est un dispositif d'accessibilité qui permet à un utilisateur d'atteindre et d'activer un lien ou un contrôle du formulaire via une combinaison de touches clavier, raccourci librement déterminé par le concepteur. Pour ajouter un raccourci à un élément HTML, on utilise l'attribut Access Key avec la valeur de key. Ici, on va voir un exemple. Access Key. Voilà. Ici, j'ai ajouté des contenus, ici, contenu 1, 2, 3, contenu A, contenu B, C, A, contenu 4, 5, 6. Je vais ajouter l'attribut access key égale B à contenu B, access key égale C au contenu C, access key égale A au contenu A. Ici, si je teste cette version, je vais cliquer sur les deux touches Alt plus A, il va me mettre dans le contenu A. Je vais mettre Alt plus C, par exemple, il va me mettre dans le contenu C, etc. Alt plus B, ce contenu B. Du coup, ici, pour accéder à un élément qui possède un attribut Access Key, on utilise les combinaisons. Pour Internet Explorer, Chrome et Safari, on utilise Alt plus les keys. Pour Firefox, on utilise Alt Shift plus les keys. Et pour Mac, on utilise les combinaisons Ctrl Alt plus Access Key. Alors, ici, on va parler des multimédias accessibles. On a dit que le contenu image, image et ou vidéo ne peut pas être vu par des personnes malvoyantes. Et le contenu audio ne peut pas être entendu par des malentendants. Du coup, on a des alternatives, on va dire des alternatives textuelles. Ces alternatives textuelles sont utilisées pour proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel, images, vidéos, audio, éléments de formulaire, captcha. Chaque élément non textuel doit alors avoir une alternative textuelle de précision ou de description. Par exemple, balise alt pour les images, aria described by pour les vidéos, title pour les liens, etc. Ces balises sont détectables par les lecteurs d'écran comme JAWS ou NVIDIA qui utilisent des aveugles et qui leur disent ce qui est écrit à l'écran. Il faut aussi des sous-titres ou des versions de remplacement pour tous les contenus multimédia. Il faut associer une étiquette label à chaque contrôle de formulaire, input, checkbox, bouton radio. Alors, l'alternative textuelle. Ici, je vais prendre un exemple d'une image, comme vous voyez ici, qu'on peut présenter de trois façons différentes. Dans le premier cas, le premier cas dont on va vous mettre l'image avec tout simplement les SRC, cette image, lorsqu'elle est visualisée, un lecteur d'écran n'offre pas beaucoup d'aide à l'utilisateur. Il va lire tout simplement dinosaure.png image. Donc, il va écrire ce qui est écrit dans SRC avec le type d'élément. Donc, il lit directement le nom du fichier pour essayer de fournir de l'aide à l'utilisateur. Dans cet exemple, l'utilisateur saura au moins qu'il s'agit d'un dinosaure, mais le problème est que les fichiers peuvent souvent être chargés avec des noms de fichiers
par exemple, générés par une machine, par exemple, un appareil photo numérique ou bien que ce soit. Donc, et ce nom de fichier ne fourniront pas probablement aucun contexte au contenu de l'image. Dans le deuxième exemple, on va utiliser la balise Alt. Ici, on a créé un Tyrannosaure Rex rouge. Quant à lecteur d'écran rencontre cette deuxième image, il lit l'intégralité de l'attribut Alt, un Tyrannosaure Rex rouge. Cela met en évidence non seulement l'importance d'utiliser de noms fichiers significatifs, mais aussi de s'assurer que le texte alternatif est fourni dans les attributs Alt, à chaque fois que possible, bien sûr. Dans le troisième cas, ici vous voyez qu'on n'utilise pas du tout l'attribut Alt. Nous avons plutôt présenté notre description de l'image sous forme de paragraphes avec un texte normal, en lui attribuant un ID. Puis nous avons utilisé l'attribut ARIA labeled by pour faire référence à cet ID. Ce qui amène les lecteurs d'écran à utiliser ce paragraphe, bien sûr, comme description pour cette image. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez utiliser le même texte, un même texte comme étiquette pour plusieurs images. Bon, bien sûr, quelque chose qui n'est pas possible avec l'attribut Alt. Alors, Alt, ici, je vais parler d'un Alt vide. Il peut arriver qu'une image soit incluse dans la conception d'une page, mais son objectif principal est la décoration visuelle. Ici, l'attribut Alt de l'image est vide. Il est utilisé juste pour que les lecteurs d'écran reconnaissent l'image, mais n'essayent pas de décrire l'image. Bon, vous pouvez dire pourquoi on utilise un attribut Alt vide au lieu de ne pas l'inclure du tout. La raison est que les lecteurs d'écran, si ils ne trouvent pas un attribut Alt, ils vont essayer de fournir de l'aide à l'utilisateur, donc ils vont annoncer l'URL complète de l'image. Ils vont dire article icon.png. Du coup, si aucun attribut Alt n'est fourni, bien sûr, ils vont lire le contenu de la balise SRC. Donc, ici, puisque l'image elle agit comme une décoration visuelle, comme ce cas-là, vous devez mettre un attribut Alt vide sur vos images. Alors, il y a une autre alternative consiste à utiliser l'attribut rôle égale présentation. Cela empêche aussi les lecteurs d'écran de lire des textes alternatifs. Alors, en conclusion, petite conclusion, je veux dire qu'avoir un site web accessible, c'est permettre à tout le monde d'accéder aux pages web, quel que soit leur handicap permanent ou temporaire, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de langue, leur connectivité, même s'ils sont des internautes débutants. Voilà. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Moi, par rapport à tout à l'heure, il y a la première diapo que je n'ai pas trop compris. En fait, c'est pas que je n'ai pas trop compris, il y a juste référencement naturel. La première diapo, référencement naturel, tu entendais par quoi quand tu parlais de référencement naturel? C'est quoi dans l'une des premières diapos. Ici? Je ne sais plus par contre. C'est là, voilà. Adopter. Ça permet d'améliorer le référencement naturel. Le référencement naturel, je parle de référencement des pages web dans les moteurs de recherche comme Google. Si vous connaissez ce qu'on appelle SEO, le Search Engine Optimization, c'est
c'est la valeur de l'existence d'une page web lorsqu'on fait une recherche dans des moteurs de recherche. C'est ça le référencement. Ouais, non, je sais le référencement, mais c'est juste le référencement naturel. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Après, le référencement dans les moteurs de recherche, je vois bien, oui. mais avec les mots-clés que tu mets dans le header, mais justement, après, le référencement, si je puis me permettre, le référencement naturel, il n'a rien à voir avec des mesures techniques que tu peux avoir. C'est-à-dire que le moteur de recherche, il va analyser ton texte de façon sémantique. Et si tu ne mets pas des sections, etc., si tu veux, il va mettre tous les mots-clés à la même échelle. Si tu spécifies, comme l'a bien expliqué Nader, des titres, des sections, des sous-sections, en fait, il va pouvoir structurer le texte et en fonction de ça, lui, il va en tirer des mots-clés, etc. Mais le référencement par mots-clés, de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien parce qu'il y a eu trop de tricheries. Enfin, c'est facile de mettre des mots-clés, tous les mots-clés du monde qui marchent. Et c'est vraiment très important que le texte soit… le référencement naturel, en fait, c'est vraiment, il faut que tu penses ce que voit la machine. Et un lecteur d'écran, comme l'expliquait Nader, c'est exactement ce que voit un moteur de recherche quand il analyse ta page, en fait. C'est comme ça qu'il va voir ta page. Donc, c'est ça le référencement naturel. d'accord, ok. C'est le meilleur référencement, en fait. Et c'est au moment où en fait, c'est la personne qui rédige l'article qui doit y penser. C'est pas une Le mesure technique, le référencement. Naturel, c'est un référencement où tu n'inscris pas de référencement dans ta propre page. En fait, c'est la structure de ta page qui correspond au référencement, enfin, qui va permettre un référencement. Quand tu écris ta page, il faut que tu penses que Google ou un autre va analyser ta page et il faut que tu essayes de mettre des synonymes, il faut que et le fait d'avoir des titres et des sous-titres, etc., c'est compliqué parce que les algos sont pas connus, bien sûr, c'est secret, enfin c'est secret, ça change un peu tout le temps, mais c'est vraiment, il faut pas hésiter à mettre des titres et des liens qui ont un rapport, etc. Et c'est assez compliqué. Ouais, c'est défini par la structure de ta page et comment tu agences le contenu, la surtout. sémantique de page. La sémantique de page. Et le contenu. En fait, c'est comment tu mets en avant ton contenu avec ta sémantique de page. En fait, Google, il préfère les sites qui sont accessibles. Voilà, je pense. Il préfère que les sites accessibles que les sites non accessibles. Donc, c'est pour ça Nader a dit ça, je pense. Ouais, non, mais référencement naturel, c'est vraiment, il y a quelque chose où tu élabores. C'est au niveau du balisage, tu vois. Ouais, voilà, le balisage et le contenu de ta page correspondra à ton référencement naturel. Voilà, et tu n'auras rien à rajouter pour faire un référencement. C'est juste la structure elle-même qui va définir. Ouais, ok. Parce que parce qu'une grande partie du contenu web peuvent être accessibles et bien référencés, juste simplement en s'assurant d'utiliser des éléments HTML appropriés. Ouais, la sémantique, quoi. Ouais, bien sûr, parfois, vous ne pourrez pas vous débarrasser des mauvais balisages. Par exemple, lorsque vos pages seront générées, par exemple, par des frameworks côté serveur ou bien des bibliothèques JavaScript, donc vous n'aurez pas le contrôle total. Mais on va dire l'objectif, ce n'est pas tout ou rien. Toute amélioration que vous pouvez faire aidera à améliorer l'accessibilité. Ok. D'ailleurs, c'est le problème des sites one page qui sont faits avec Node.js et les techno.js. Ils ne sont pas très accessibles et ils n'ont pas ce référencement naturel, je pense. L'un des plus grands problèmes d'accessibilité, c'est les éléments, ou bien on va dire les codes générés par les frameworks côté serveur ou bien les bibliothèques JavaScript dont on n'a pas le contrôle total. Ouais. Ok. Merci pour la Nader. Rien, si vous avez d'autres. Moi, je voulais que ça soit plus un échange parce que, je ne suis pas un expert d'accessibilité, mais j'ai quelques connaissances que je voulais partager avec vous. Donc, je voulais que ce soit un moment de partage. C'était bien. Si vous connaissez quelque chose, vous pouvez ajouter. Non, il y a des choses que je ne connaissais pas. Pourtant, je connais quand même quelques trucs sur l'accessibilité et c'est bien. Non, c'est pas mal. Merci. Surtout les travaux pratiques. Nader ? Oui. Juste une dernière question sur le tab index. C'est Khalid qui parle. Oui. Comment on fait pour… tu as dit qu'on pouvait utiliser par tranche de 100 en 100, c'est ça, pour éviter de devoir réécrire tout l'ordre du tab index? Oui. Par exemple, ici, si
Bon, on va voir ce test-là. Par exemple, ici, entre les tables index 3 et les tables index 4, si on va ajouter des éléments entre ces deux éléments-là, si je veux qu'après l'élément 3, on va passer à d'autres éléments après le lien 4. On est obligé de modifier toute la structure De toute la page. de toute la page. Mais si on a utilisé au début des valeurs avec par exemple, des multiples de 100, par exemple 300, 400, c'est facile directement. On ajoute un élément ici avec, par exemple, le tab index, par exemple, 1, 302. 301, par exemple, il va être directement ajouté après 300. C'est ça l'importance d'utiliser des tab index avec des valeurs des centaines. Ça, c'est une bonne pratique hein, dans la table index. Donc, utiliser des on valeurs. On est confronté à devoir ajouter quelque chose entre les deux et qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, c'est un peu chiant. D'accord. Et on peut variabiliser ce truc d'une manière ou d'une Ça, autre. je ne crois pas. Pour variabiliser. Généralement, ouais, on met le table index directement voilà, ici, dans la page HTML. Le lien 3, on va passer à 301 après le lien 4. Après, je me trompe peut-être, Nader, je ne sais pas si on peut variabiliser. Bah, le table index, il ne me semble pas qu'on variabilise en tout temps. Enfin, généralement, tu le mets en dur dans le. Non, dans je le code. je pense pas, non. Ouais, bah ouais, je pense pareil. À mon avis, non. On peut pas. Au pire, on peut le mettre dans un compteur et c'est tout. Hein. Oui, peut-être. Avec le i plus 1 et tout. Si on a une liste à afficher. Ouais, oui, c'est ça, on peut faire ça. Ok, merci Nader. Et Bien. Pas moi, Khalid. Ah, merci Anis. Pas de souci. Autre question? Nader, Oui. c'est toi. En fait, je te remercie pour la présentation. En fait, tu disais tout à l'heure que pour les bibliothèques JavaScript, que c'est un peu compliqué pour l'accessibilité. En fait, à chaque moment, tu peux surcharger le code HTML général. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je fais par rapport à la JTable que j'utilise sur l'application. Et tu pourras ajouter ce que tu veux par rapport au tab index, alt et tout ça. Mais c'est du travail en plus. Tu utilises une librairie JavaScript et devoir surcharger le code HTML général. Ouais, Comme ça c'est compliqué. Ouais. Bon, à la fin, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Oui, je suis d'accord. C'est un travail fastidieux en fait. Hein. Tout ce qui est librairie qui génère du code, que ce soit pour l'accessibilité, le CSS, la mise en page, tous ces trucs-là, en fait, ça comment dire, rend le travail plus difficile en fait. Oui. Ça rajoute de la difficulté en fait Oui, à ton travail. Quoi. Effectivement. Mais bon, des fois, on ne peut pas forcément s'en passer. Bah, là, je vois sur le chat qu'on a un expert accessibilité parmi nous, c'est Benjamin. Tu pourrais peut-être nous dire quelque chose? En tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport à une formation que j'ai eue, je crois, non, tu n'étais pas à la Fred, c'est vrai. Il y a 3-4 ans, en fait, c'est pas mal du tout, cette formation-là, parce qu'il a montré des aspects techniques, en fait. Il nous a montré comment faire. C'est pas mal, parce que dans les formations qu'on peut avoir en accessibilité, il ne nous montre pas des travaux pratiques. Il nous montre pas mal de choses, quelques travaux pratiques aussi, mais des cas d'utilisation, c'est moins fréquent. Genre avec des tables index ou access key, ce genre de choses. On ne nous montre pas en live comment résoudre un problème. Table index 0, je l'ai déjà utilisé, mais honnêtement, j'avais du mal à comprendre ça. Par rapport aux autres tables index 1, 2, 3, 4, 5, à partir de 1, tu énumères ton ordre, mais 0, je ne savais pas trop à quoi il servait. Et voilà, il vient de nous donner la réponse, donc merci.
J'ai une question à tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y a un cadre juridique par rapport à ça ou pas? Ou c'est juste au gré des entreprises en fait? Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui régit ça? Je crois Non. pas. Ça me dit rien. Ouais. Si. Moi, je crois que la Il y a un fonction cadre publique juridique? a obligation de respecter, alors je ne connais pas les détails, mais dans les trucs ministériels, tous les sites publics doivent respecter l'accessibilité. Alors, je ne connais pas le texte exact, D'accord. Ok. mais c'est Alors, pour les par sites contre, il y a publics. différents niveaux d'accessibilité. Ah oui, On oui, n'en a alors pas je ne parlé, mais connais pas les détails. il y a 3 ou 4 niveaux. Bon, bien sûr, le max, c'est hyper compliqué de l'atteindre, mais tu as plusieurs niveaux. Et a priori, la BNF doit atteindre un certain niveau quand même d'exigence. Ça, Je ça sais c'est plus fixé par le les gouvernement règles. français. Hein. Mais par contre, je ne sais pas en termes juridiques. C'est ça, Si, je suis sûr. D'accord, ok. C'est dans Ah, la loi sur la modernisation numérique. Alors, je ne suis pas D'accord, ok. avocat, hein, mais qui a quelques années déjà, et ils ont un délai pour le. Alors, si je me souviens bien, mais c'est à un moment, en fait, ils ont un certain délai pour le réaliser, en fait. D'accord. Ok. Et le niveau ça se calcule à peu près comment? En fait, tu as des exigences pour chaque niveau. Je sais pas moi, enfin, tu as plusieurs critères dans ces niveaux-là. Et je crois que la BNF doit atteindre un niveau qui est un niveau intermédiaire où il doit répondre à un certain nombre de besoins. Je connais pas tout, je connais pas du tout Ok. tous les critères, enfin même je me rappelle plus trop, mais tu dois répondre à un certain nombre d'exigences comme pour répondre à la navigation tabulaire ou Joyce, ça fait partie, enfin tout ce qui est lecteur vocal, ça fait partie aussi des exigences de tout ce qui est des niveaux d'accessibilité, les contrastes, les couleurs, enfin il y a pas mal de trucs. J'ai pas toutes les items en tête, mais il y a pas mal de choses. Hein. Ça te remplit plusieurs pages sans problème. Donc voilà. Je pense qu'au sein de la BNF, ça dépend des projets. Chaque projet elle a une note minimum à atteindre côté accessibilité. Et il y a un marché accessibilité, un prestataire qui fait audit pour certains sites web ou applications à la BNF et qui donne une note pour le site après pour voir est-ce qu'il est accessible ou pas. Est-ce qu'il a le minimum exigé par le métier, par le responsable métier. Après, c'est comme je disais, ça dépend des projets. Par exemple, chez nous, c'est le projet Exception Handicap. Du coup, on a un enjeu accessibilité très important par rapport aux autres projets. J'imagine. Oui, c'est pareil pour Gallica aussi. On a un prestataire qui teste tout ce qui est accessibilité et tout. C'est la vitrine Gallica, donc forcément. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs applications, enfin toutes les applications qui sont grand public et qui ont des exigences en termes du public ciblé. Parce qu'il y a quand même pas mal d'applications qui sont pas pour grand public et qui sont plutôt en interne. Où bon là, on dirait que t'as pas besoin de répondre à des exigences grandes ou enfin tu peux attendre avant de répondre à ces exigences-là. Voilà. Après, la consigne, c'est de respecter l'accessibilité à la création du projet, parce que c'est un peu compliqué de devoir rendre un site accessible à la fin. Oui. Ouais. En fait, ça, tu as tout à fait raison. Et généralement, tout ce qui est sémantique, c'est bien de le mettre en place dès le début. Enfin, sémantique, les balises, tout ça. Parce que ça répond à pas mal de besoins en fait qu'on a par la suite, la mise en page, l'accessibilité, le JS, tout ça. Et en fait, souvent on le fait pas. Et si on le fait, on se facilite vraiment la tâche. Au final, après, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire en amont non plus. Hein, mais ça, le balisage, c'est quelque chose de facile à mettre en place au début. Et si on y pense bien, donc aller sur des sites comme Access Web qui te donnent des bonnes pratiques et tout, te permettra d'arriver plus vite à tes fins. Donc voilà. Et sinon, on en est où par rapport à la formation accessibilité? Vous avez des infos ou pas? Ah, pas du tout.
Lance-Fred peut répondre peut-être. Oui, j'ai absolument aucune nouvelle. Il faut voir ça avec votre manager, je crois que ça s'appelle Saad. Bon, voilà. Bon, je vais vous fournir cette présentation, je vais le mettre sur l'office. Si après vous voulez voir quelque chose en détail, parce que j'étais un peu rapide, parce que je suis limité à 30 minutes. Non, mais c'est très bien. Hein. Bon. Mais on sait maintenant qui aller voir pour l'accessibilité aussi. Ah, je voulais dire la même chose. Hein. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut finir. Bon appétit. Voilà. Oui, bon appétit. Et merci beaucoup C'est pour une cette question, ça présentation. De rien, oui. Allez, bon Bon, appétit. bah, du coup, Allez. salut Merci tout le monde. beaucoup, hein, c'était super. Ouais. Merci à vous. Bonne journée. Bravo. Bye. Salut, merci. Bonne journée. Salut, merci. Merci.